Cette semaine, à Maghebdo, nous vous présentons la première partie d'une entrevue qui s'étendra sur 2 émissions avec le blogueur indépendant Adam Mongrain, qui va nous faire un tour d'horizon des 5 partis principaux qui seront représentés lors de la prochaine élection provinciale. Adam Mongrain, merci d'être avec nous aujourd'hui pour Maghebdo. Ça fait plaisir. Premièrement, donc, comme je le disais dans l'introduction, tu es blogueur indépendant et tu parles principalement, puisque nous sommes en élection, de politique. Comment t'en es venu à vouloir découvrir l'univers du blog, finalement? Bien, ça fait longtemps que je blogue à propos de la société, des choses qui m'arrivent dans la vie. À la dernière campagne électorale, en 2012, j'ai trouvé que la couverture médiatique des candidats puis des circonscriptions laissait beaucoup à désirer. On parlait beaucoup des enjeux de parti. Donc, comme je travaille autonome, j'ai le temps de m'occuper de ces choses-là. J'ai décidé d'entreprendre une couverture médiatique du point de vue de ma circonscription, qui est Laurier-Dorion. Puis, le projet a été bien accueilli par les partis. J'ai réussi à rencontrer tous les candidats presque tous les candidats dans ma circonscription. Puis c'est là que ça a commencé, ce projet de tenir un blog électoral. Alors donc, tu suis énormément ce qui se passe en ce moment et on va justement pouvoir parler, on va faire ça en 2 émissions. On va pouvoir parler de tous les partis, à commencer par la CAQ aujourd'hui, Québec solidaire ainsi qu'Option nationale. Et on va prendre, puisqu'il y a beaucoup de sujets à parler, on va prendre un angle économique qui finit par recouper un peu tout le reste finalement. Et on va commencer sans plus attendre avec la CAQ, qui est le parti de François Legault. Qu'est-ce que la CAQ a à proposer pour côté économie? Évidemment, le point central de leur projet, c'est le fameux projet Saint-Laurent. En quoi ça consiste? La CAQ, on va appeler la coalition aussi, se positionne vraiment comme un parti économique. Donc, la plupart de leurs enjeux, des choses dont ils discutent, c'est tout le temps des choses économiques ou majoritairement économique. Puis le projet de revitalisation du Saint-Laurent, c'est un petit peu leur Expo 67 en termes d'envergure. C'est quelque chose qu'ils veulent mettre de l'avant pour revitaliser l'économie du Québec. Selon la coalition Avenir Québec, il y a beaucoup d'argent mal investi dans les finances publiques, qui sont préoccupés par la dette, par le déficit. Ils cherchent à mettre en place des politiques pour réduire le fardeau fiscal de l'État et des contribuables. Donc, économiquement, c'est une formation politique qui se positionne comme le parti de la classe moyenne. Donc, il y a un volet certainement de création d'emplois. Comme on dit, le projet de revitalisation du Saint-Laurent, on parle de décontamination des rives, on parle d'investir pour favoriser le transport maritime. On parle de donner des subventions pour peupler les rives du Saint-Laurent avec des entreprises, donner aux régions, donner aux banlieues une vie économique qui est fondée sur le canal maritime. Et on parle de faire un Silicon Valley québécois un peu, là, développé autour de la technologie, autour des nouvelles technologies, ce qui ne s'est pas vu beaucoup. Et le projet Saint-Laurent, c'est un projet qui est assez unique en soi dans les politiques actuelles, puisque c'est un projet qui est à long terme. C'est un projet qui a une vision à long terme. Le seul autre projet auquel on peut comparer ça, ce serait peut-être le Plan Nord plus maintenant des libéraux. Qu'est-ce qui distingue pour toi le projet Saint-Laurent des autres projets? Pour moi, la force du projet Saint-Laurent, c'est certain que c'est orienté autour d'une richesse naturelle qui est le Saint-Laurent, l'accès à l'Amérique du Nord pour les bateaux, pour les cargos, peu importe. Mais c'est fondé sur la richesse intellectuelle du Québec. Comme on dit, on veut faire un Silicon Valley, on veut exploiter le talent des Québécois pour leur donner des emplois payants. Tandis que dans le cas du Plan Nord, on parle vraiment d'exploitation des ressources naturelles. On dit que le Nord québécois, c'est une source infinie de richesse, puis on serait capable d'injecter beaucoup d'argent dans l'économie québécoise si on vendait à bon prix les droits d'exploitation du Plan Nord. Donc, on parle en termes de différence entre les 2 projets. La revitalisation de la vallée, ça se passerait plus au niveau de l'emploi, tandis que le Plan Nord, ça se passerait plus au niveau des revenus. Ressources humaines versus ressources naturelles, finalement. Oui, c'est ça la grande distinction. Le deuxième volet économique de la Coalition Avenir Québec, c'est qu'ils disent que les contribuables en ce moment ne sont pas capables de consommer. Donc, le Québec souffre d'un ralentissement économique parce que les gens n'ont pas assez d'argent dans leur poche pour acheter des télévisions, pour acheter des autos, des voyages, pour envoyer leurs enfants à l'école. Pour remettre un peu de sous dans les poches des contribuables, ils veulent remanier le gouvernement au complet pour couper beaucoup dans les dépenses et permettre une réduction d'impôts. L'objectif qu'ils se donnent, c'est 1 000 $ par famille par an.
Donc, certainement, ça serait une façon de relancer l'économie. Eux veulent, dans le fond, faire circuler l'argent le plus possible, que l'argent ne soit pas tout concentré dans les institutions, dans les instances gouvernementales qui sont déjà en place, dans les infrastructures. Le but pour eux, c'est de redistribuer toute cette richesse-là, un maximum du moins à la population, de façon à ce que la consommation augmente, si je comprends bien. Oui, ça part de là. C'est qu'en ce moment, pour eux, il y a de l'argent qui est mal investi dans les ressources gouvernementales. Il y a des personnes qui sont trop payées pour faire un emploi qui n'est pas utile. Il y a beaucoup Notamment, de on tape beaucoup gaspillage. sur le clou des commissions scolaires. Oui, c'est ça. Pour eux, c'est un des points qui est revenu. Dès les fondations de la CAQ, on attaquait beaucoup le système des commissions scolaires en disant qu'ils veulent carrément les abolir, finalement. Oui, en ce moment, dans la campagne, on a un petit peu enlevé l'emphase sur l'abolition des commissions scolaires, mais quand on parle aux militants, ça fait encore partie du programme, c'est encore un objectif. D'ailleurs, justement, j'étais au débat de Huntingdon avec les candidats d'Huntingdon et Claire Isabelle, la candidate, en a parlé énormément de l'abolition des commissions scolaires. On comprenait que c'était encore au cœur des préoccupations de la CAQ, mais comme tu dis, on en a moins parlé puisque c'est pas la CAQ qui contrôle l'agenda, les sujets, tout ça, évidemment, puisqu'ils ne sont pas au pouvoir. Mais c'est comme n'importe quoi en économie, on est capable de trouver des économistes qui disent que c'est une très bonne idée, puis on est capable de trouver des économistes qui disent que c'est une idée pourrie. Je veux dire, je pense que ça va revenir aux électeurs à se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui fait assez de sens dans nos consciences pour y aller? Faut se poser la question aussi à propos de qu'est-ce qui va arriver à tous ces gens-là qui vont perdre leur emploi dans la fonction publique. Le gouvernement du Québec est quand même un employeur très important au Québec. Puis, parce qu'on parle de 1 pour 3, je pense. Là, les gens qui seront poussés à la retraite, 1 sur 3 sera remplacé, si je ne me trompe pas. On parle de mettre un plafond à l'État. Donc, par exemple, un chiffre que je lance comme ça, on dirait pas plus que 70 000 fonctionnaires, peu importe les besoins. Donc, on redistribue, on fait un casse-tête après à partir de ça. Puis oui, ils veulent compter sur l'attrition, le fait qu'il y a des gens qui partent à la retraite pour ne pas remplacer. C'est juste qu'on sait économiquement que la perte d'emploi pour certaines personnes, comme par exemple les travailleurs gouvernementaux, qui parfois ont beaucoup d'ancienneté, c'est très dur de revenir sur le marché de l'emploi. On peut juste penser à ce qui s'est passé avec la faillite de Nortel au Québec, où est-ce qu'il y a des gens qui étaient compétents dans leur domaine, mais qui n'étaient pas adaptés à la réalité du marché du travail, qui ont perdu leur emploi, puis qui sont restés sur le chômage une éternité. En même temps, comme le gouvernement est un employeur en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sortent diplômés avec l'intention de se faire engager par le gouvernement. Si le gouvernement cesse d'employer, ça se peut qu'on condamne des gens diplômés, qualifiés, à ne pas trouver d'emploi. Il y a une théorie économique qui suppose que chaque emploi public prend la place d'un emploi privé, mais c'est très disputé. C'est pas toutes les sphères de l'économie qui peuvent être récupérées par le privé, puis c'est pas toutes les entreprises privées qui sont prêtes à accepter les travailleurs publics. Donc, économiquement, on couperait certainement dans les dépenses en réduisant les effectifs de l'État, mais le chômage coûte extrêmement cher à une société parce que non seulement il faut qu'on paye des gens pour pas qu'ils soient à la rue, mais en plus, on ne peut pas compter sur leurs revenus de consommation. Et il y a un appareil qui emploie des gens pour traiter ces gens-là en plus. En plus, puis les coûts de santé montent quand les gens ont moins d'argent, des choses comme ça. Donc, on va couper dans les dépenses. Il faut se poser la question, est-ce que ça va aussi couper dans les revenus? Mais c'est au point où on en est dans la réflexion envers la Coalition Avenir Québec, ce sont des hypothèses. On va s'arrêter pour faire une courte pause. Après la pause, on va parler du Parti Québec solidaire avec M. Adam Mongrain. De retour avec le blogueur indépendant Adam Mongrain pour parler maintenant de Québec solidaire, un parti qui progresse, mine de rien, d'élection en élection depuis... ça fait 3 élections qu'on en entend plus parler et là, de plus en plus prennent de plus en plus d'importance. Du côté économie, il ne s'est pas réputé pour être le parti de l'économie. Par contre, ils ont des mesures également qui sont reliées beaucoup aux phénomènes sociaux. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de Québec solidaire? Québec solidaire, puis surtout en contraste avec la Coalition Avenir Québec, c'est intéressant parce qu'ils travaillent un peu dans le même sens dans la mesure où est-ce qu'ils veulent mettre de l'argent dans les poches des citoyens, des contribuables. C'est juste qu'ils passent par un chemin complètement différent. Ils ne sont pas insensibles à la réalité qu'il faut consommer pour faire avancer l'économie. Donc, même si c'est un parti progressiste, un parti qui s'avoue de gauche, ce ne sont pas un parti qui est pour l'abolition du système capitaliste et ils reconnaissent le monde dans lequel on vit.
c'est que pour eux, la façon d'enrichir les citoyens puis de donner une économie saine au Québec, c'est de garantir énormément de services gratuits. Donc, ils entendent, au lieu de nous donner plus d'argent dans nos poches, rendre tout moins cher. Il y a un programme de logements sociaux pour faire un contrepoids au marché de l'immobilier, pour essayer de garder le coût des logements bas. Comme ça fait partie de leur programme, un toit par-dessus chaque tête, c'est pivotal pour eux, que tout le monde ait les moyens de se loger décemment pour avoir ensuite les moyens de consommer de la culture, consommer des biens, consommer des voyages. Bien, ce qui va être aussi, le logement va être une problématique dans les années à suivre, puisque récemment, le gouvernement conservateur de Stephen Harper a énormément coupé dans les logements sociaux. Il a mis en péril, je pense que c'est 125 000 logements sociaux là, pour les 5 prochaines années. Alors, ça va être une problématique qui va être actuelle au Québec. On parle de peut-être 250 000 personnes qui risquent de perdre leur logement social. C'est certainement un enjeu chaud. Les logements sociaux sont partagés par plusieurs parties. C'est un point chaud, comme vous dites, à cause qu'au niveau fédéral, il n'y a pas beaucoup d'appui pour ce projet de société-là. C'est une mesure qui est proposée par les urbanistes pour garantir une certaine densité, pour garantir aux gens une qualité de vie, mais ce n'est pas la seule. Donc, même si Québec solidaire et d'autres partis veulent passer par les logements sociaux pour garantir un toit pour chaque personne, il y a d'autres mesures qui passent par d'autres chemins pour arriver au même résultat. Pour Québec solidaire, par exemple, comme je dis, la philosophie, c'est qu'on va rendre le coût de la vie moins cher. Donc, si on a moins à dépenser pour le transport, pour l'école, pour se nourrir, pour se soigner, on va être plus en mesure de dépenser. Donc, la ligne économique de Québec solidaire passe par là. Ça coûte extrêmement cher quand on regarde le cadre financier qui est proposé par Québec solidaire. C'est de loin le plus dépensier parmi les partis. Par contre, ils ne sont pas complètement déconnectés des conséquences d'une telle dépense. Ils proposent des alternatives de financement quand même intéressantes pour le Québec. Par exemple, il y a le projet de Pharma-Québec qui pourrait dégager des sommes de 2,3 milliards de dollars par année en se munissant d'un organisme gouvernemental qui régirait tous les médicaments au Québec avec des médicaments génériques. Donc, on économiserait énormément sur le coût des médicaments, le coût des soins qui sont donnés au Québec. Et avec un co-porte-parole comme Amir Kadir, qui est médecin, on peut déduire que c'est quand même un sujet qu'il connaît. D'ailleurs, la candidate du débat d'Huntington d'hier, Mme Labelle, est également du niveau médical. Alors, c'est un parti qui réunit beaucoup de gens du communautaire et aussi des médecins, tout ça. Eux prennent un peu, dans le fond, le pari d'une population éduquée, une population en santé, va être une population qui va pouvoir travailler plus et ainsi rapporter plus à l'État, si je comprends bien. Oui, absolument. Puis, c'est le parti qui se dit le plus clairement et le plus sans ambiguïté féministe. Donc, il y a énormément de mesures pour favoriser l'intégration des femmes sur le marché du travail avec la gratuité des études, donc puis la gratuité des garderies. Tout ce qui a rapport à élever des enfants, on essaie de rendre ça le plus facile possible pour libérer les femmes de faire ce qu'elles veulent. Donc, c'est une force de travail qui se joint au marché de l'emploi. Et déjà, symboliquement, chaque candidat a un co-porte-parole, généralement qui est du sexe opposé également. Ils sont paritaires. Dans les postes nommés chez Québec solidaire, il y a autant de femmes que d'hommes. Donc, pour eux, ce n'est pas une question. Ça n'existe pas une pénurie de candidates ou de femmes qualifiées pour faire de la politique. Donc, il y a le volet de Pharma-Québec pour financer les grands projets de gratuité puis d'électrification des transports. On parlait dans la presse récemment de transports en commun gratuits d'ici 10 ans à Montréal. Donc, on dit pour les familles plus démunies, une passe de métro, les coûts sont constamment en train de monter. Ça fait une différence quand tu es à très faible revenu d'avoir à payer ces choses-là. Donc, il y a comme mesure de financement une augmentation très vive des impôts sur les mieux nantis. Québec solidaire est un parti qui vise à améliorer les plus démunis, la situation de vie des plus démunis. Excusez-moi, on ne veut pas les améliorer comme personne. On dit que la classe moyenne va bénéficier par la bande de ces meilleures conditions de vie qui sont offertes à tout le monde. Parce que même si j'ai les moyens, par exemple, d'envoyer mon enfant à la garderie, si je n'ai pas à payer ce frais-là, ça va faire plus d'argent dans mes poches. Donc, tout le monde est gagnant. Les seules personnes qui sont pénalisées monétairement par le cadre de Québec solidaire, c'est les mieux nantis, les entreprises. On parle de monter vivement les impôts, les taxes sur les entreprises et les plus riches. Là, comme on disait tantôt, en économie, il y a des économistes qui vont dire qu'il ne faut absolument pas faire ça. Il y a des économistes qui vont dire qu'il faut absolument faire ça.
La crainte étant toujours que les entreprises décident de s'installer ailleurs, là où il y a des meilleures conditions, tout ça. Oui, c'est ça. Dans une économie globale, c'est pas un souci qui est légitime parce qu'il y a énormément de compétition parmi les pays et les territoires, même à travers les villes du Québec, pour attirer les entreprises. Les villes se font compétition. On va t'offrir un terrain gratuit. On va Je sais qu'il y a ça également aux États-Unis. Chaque État est responsable de son taux d'imposition. Donc, des compagnies comme Google, au final, finissent par payer 3 % d'impôts parce qu'ils déplacent leur siège social et leur façon de payer de l'impôt d'État en État, là où l'offre est la meilleure. Alors, on se crée une compétition, on se prive d'argent nous-mêmes en se créant une compétition à l'interne. Et qui en profite? Bien, ce sont les intérêts qui sont souvent étrangers. Puisqu'au Québec, on ne développe pas nos ressources nous-mêmes, on a tendance à faire affaire principalement dans le point de vue minier. On va perdre littéralement cet argent-là en les empêchant de faire de l'impôt. Mais si on augmente les impôts, est-ce qu'ils vont être encore ici? C'est la question qu'on peut se poser. Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Les données économiques qui sont avancées par plusieurs économistes de renom, quelques prix Nobel, mais comme je dis, en économie, il y a des prix Nobel qui disent oui, il y a des prix Nobel qui disent non. C'est une science floue encore. Les données qui font émergence en ce moment sur l'étude de la réalité économique, c'est que c'est plus simple pour une économie d'imposer ces personnes riches. Parce que quand les individus ou les entreprises arrivent à un seuil où est-ce qu'ils font plus d'argent qu'ils sont capables d'en dépenser, l'argent arrête d'être investi dans l'économie. Donc, de garder, certainement pas des privés complètement de revenus, mais de motiver les personnes qui ont accès à d'énormes sources d'argent à continuer à faire l'argent. Généralement, c'est de l'argent qui est réinvesti dans la société. Mais c'est certain, comme on disait, que côté entreprise, la négociation pour avoir des emplois est très féroce. Puis, ça serait possible de diriger des barrières à l'investissement au Québec si on pénalise trop les entreprises qui tentent de s'y implanter par rapport, par exemple, à l'Ontario ou même à des emplois outre-mer. Et est-ce que Québec solidaire tient compte de ça? Est-ce que leur objectif, c'est de trouver un peu cette limite-là, de trouver jusqu'où on peut aller amasser ces gains-là? Ou s'ils ont carrément un plan plus agressif? Pragmatiquement, je pense qu'en situation de pouvoir, oui, il y aurait un ajustement en fonction de la réalité parce que... T'as pas le choix. C'est pas des extraterrestres, ils veulent certainement pas tuer l'économie du Québec. Mais dans leur plan, dans leur plateforme, en ce moment, ils disent que ça ne sera pas un problème. Dernier point que je voudrais soulever à propos Québec solidaire, ça a certainement un impact économique, c'est que c'est le seul parti qui propose de radicalement changer le mode de représentation au gouvernement. Il parle d'une assemblée constituante où est-ce que chaque tranche de la société québécoise serait représentée. Donc, on parle des 11 nations autochtones, on parle des allophones, on parle des anglophones, on parle des universitaires, on parle des cols bleus, on parle des assistés sociaux. Les immigrants. Les immigrants de toutes les communautés culturelles qui sont représentées dans la société québécoise. On veut se munir d'un organe législatif, donc des gens qui vont être en mesure de voter des lois qui représentent directement la population québécoise. Et ça, je trouve ça très intéressant, surtout pour ici, nous, nos studios sont basés à Châteauguay. Ici, donc, évidemment, nous sommes à côté de la réserve de Kanawake et j'ai appris qu'aux dernières élections, il y avait seulement 1,8 % des gens, 29 personnes de Kanawake qui étaient allées voter, ce qui fait en sorte, donc, que les politiciens ne vont pas faire campagne dans ce coin-là parce que politiquement, c'est pas avantageux et c'est pas le moment non plus en campagne électorale, je pense, de faire le pont à ce moment-là, puisqu'on a d'autres intérêts, d'autres chats à fouetter. C'est très vicieux comme... Mais exactement, puis c'est un cercle vicieux qui fait en sorte qu'on ne s'intéresse pas l'un à l'autre. Et cette mesure-là ferait en sorte d'obliger, entre parenthèses, entre guillemets, justement des communautés comme les communautés autochtones à peut-être s'intéresser et s'impliquer davantage parce que c'est, comme tu dis, un cercle vicieux. Moins on en entend parler, moins on a d'intérêt pour eux, plus ils sont isolés, moins on leur accorde de services. Alors peut-être que ce serait une manière de ramener un peu tout le monde et de réintéresser un peu tout le monde oui, à absolument, la politique. absolument. On n'a même pas besoin de mettre des guillemets autour d'obliger. C'est carrément une mesure pour obliger les différentes tranches de la société québécoise à se réunir dans une pièce puis se parler des enjeux qui nous concernent tous. Dernière petite note économique à propos de Québec solidaire, ils ont un plan détaillé pour sortir le Québec du pétrole. Donc, ils veulent se délaisser de la dépendance du pétrole, ce qui, dans une économie du futur, serait peut-être avant-gardiste et même profitable. Mais encore là, on est dans les hypothèses. C'est peut-être quelque chose on parle de 30 ans comme échéancier pour sortir le Québec du pétrole. L'économie, dans 30 ans,
De quoi aura-t-elle l'air? On ne sait pas de quoi ça va avoir l'air dans 2 ans. Où le pétrole en sera d'ailleurs. Où le pétrole en sera. À quel prix. Mais certainement, ils ont une vision économique durable pour le Québec. C'est leur intérêt principal. On va s'arrêter encore un petit moment pour revenir après la pause avec Adam Mongrain qui va nous parler d'Option nationale. Bienvenue à Mag Hebdo avec M. Adam Mongrain pour parler maintenant de Option nationale, le parti qui a eu j'ai envie de dire un bon buzz autour lors de la dernière élection, principalement à cause du charisme de son chef, qui n'est plus là, qui est parti travailler outre-mer. Qu'est-ce qui arrive avec Option nationale en ce moment? Option nationale, bon, on va mettre les cartes sur table, souffre d'un déficit médiatique très important. Une des raisons pourquoi est-ce que je vais en parler aujourd'hui, c'est à cause que c'est un peu répréhensible. C'est un parti qui est quand même bien organisé. C'est un parti qui est aussi valide que les autres options aux élections provinciales qui s'en viennent en 2014. Mais, comme on dit, c'est beaucoup une question de personnalité. Jean-Martin Haussan avait la crédibilité d'être un élu qui était très respecté au sein de son ancien parti, le Parti québécois, un économiste de renom. Donc, quand il a fondé son propre parti, il y avait certainement une vedette. Puis les gens pouvaient identifier l'idée d'Option nationale à une vedette. Maintenant, le nouveau chef, Sol Zanetti, probablement aussi compétent en tant que chef, mais n'est pas la personne médiatisée que Jean-Martin était. Donc, conséquemment, on entend bien peu parler de leur campagne cette année. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une grosse marge entre les médias de masse et les médias sociaux. Moi, je suis plus actif sur les médias sociaux et Option nationale, s'il y a de quoi, on en entendait encore plus parler. C'était le parti qui avait le plus d'abonnés sur Facebook et sur Twitter lors de la dernière campagne. Pour cette campagne-là, j'imagine que les autres partis ont peut-être rattrapé un peu l'écart, mais pour quelqu'un qui est actif sur les réseaux sociaux, donc peut-être la plus jeune génération, on a eu beaucoup d'informations sur Option nationale qui ne s'est pas rendu dans les médias. Et jusqu'à Jean-Martin Haussan n'était pas invité au débat. Oui. Encore une fois, Sol Zanetti n'a pas été invité ne le sera débat. Pas davantage, peut-être encore moins, on a envie de dire, puisqu'il n'est pas connu médiatiquement. J'ai envie de te demander comment on fait à ce moment-là. Est-ce que ça prend absolument un ancien membre d'un ancien parti, un ancien ministre pour avoir de la visibilité? Ça aide énormément d'avoir des noms reconnus dans son parti, parce que il y a un petit peu un star system, la politique. On ne peut pas y échapper. Les candidats vedettes, il y a des gens qui paraissent bien à TV. Il y a des gens si on remonte le temps, Mario Dumont l'a fait à l'époque. François Legault est parti du PQ. C'est très dur. La raison pourquoi est-ce que Option nationale est si bien représentée sur les médias sociaux, c'est à cause que c'est un parti de militants. Donc, c'est un parti qui part d'un mouvement populaire, qui est indépendantiste et déçu des autres options indépendantistes ou souverainistes qui sont offertes aux élections. Donc, il trouve un peu mou, il trouve peut-être ça un peu mou. Oui, c'est ça. Pour Option nationale, ce n'est pas une question. Il faut absolument que le Québec devienne souverain le plus rapidement possible. C'est l'assise du parti. Oui, tout part de la souveraineté. La question nationale, c'est dans le nom. C'est l'option nationale. Puis, côté économie, bien, l'angle d'attaque principal pour la politique économique d'Option nationale, c'est de rapatrier les taxes et impôts dans les mains du gouvernement du Québec. Parce que pour eux, c'est certain que la question de culture, la nationalité distincte, qui alimente beaucoup du sentiment souverainiste, mais au niveau économique, puis place du Québec dans le monde économiquement, on dit que c'est un non-sens qu'une grande partie des impôts et des taxes qu'on paie s'en va à Ottawa et ne peut pas être gérée par les Québécois, pour les Québécois. Donc, le programme économique, si on veut, de Option nationale, ça serait de rapatrier ces sommes importantes-là, on parle de 50 milliards, dans les mains du gouvernement du Québec, puis ensuite développer la place du Québec dans l'économie globale. C'est un parti qui fait preuve d'une grande humilité puis une grande sainteté d'esprit à propos de la situation économique du Québec. Ils disent sans détour que la situation globale au niveau économie, ça va moins bien en 2014 que ça allait en 2007. Et c'est pas étranger au fait que le fondateur, Jean-Martin Haussan, est quelqu'un qui travaille en économie, qui est très calé en économie. Donc, c'est une base économique qu'on peut présumer très solide. Oui, il y a ça, mais aussi une très grande cohérence à propos de la séparation du Québec vis-à-vis les finances. C'est des gens qui ont envisagé
pour de vrai, jusque dans les moindres détails, de quoi aurait l'air un Québec souverain. Et leur conclusion est que le Québec, par exemple, ne peut pas devenir uniquement riche avec ses ressources minières. On parle peut-être un 5 de l'économie en ce moment, les ressources minières. Donc, ils disent on a une économie tertiaire. Il faut que le Québec se taille une place dans une économie globale qui est compétitive à titre de pays contre le Canada, contre les États-Unis, contre la France. Puis, ils veulent miser beaucoup sur un investissement dans l'avenir. Donc, ils ont des politiques environnementales qui sont très rigoureuses. Il y a un très grand contingent de militants environnementaux au sein du parti. On parle de aussi sortir le Québec du pétrole et pour eux, c'est un peu inconséquent de parler de l'indépendance du Québec avec des changements climatiques qui mettent en danger la vie de la race humaine. Pour le mettre en termes un petit peu caractère gras, on dit que ce serait ridicule de séparer le Québec du Canada puis ensuite subir une extinction de masse dans 150 ans. Donc, pour eux, c'est absolument impératif de redresser le bilan environnemental du Québec, le séparer du bilan environnemental du Canada, qui, on sait, dans les dernières années, a un petit peu perdu de son éclat dans la communauté internationale. Puis, ils veulent se servir de la ressource première du Québec, à savoir les Québécois. Donc, on fait peut-être un petit parallèle avec la plateforme économique de la Coalition Avenir Québec. Oui. Option nationale parle d'investir dans l'avenir, dans les Québécois, pour avoir des gens qui sont productifs. Donc, on parle de densifier les villes pour avoir des effets d'économie de réseau qui va permettre aux heures travaillées d'être plus payantes. On parle de fonder des pavillons d'universités dans des régions du Québec pour se développer des expertises dans nos régions, justement, par exemple, devenir expert minier, avoir des éminences au niveau international qui viennent du Québec pour compter un peu sur la providence du futur. Parce que pour l'instant, avec nos ressources, on est surtout on ne les traite pas, on ne les exploite pas, on ne les raffine pas nous-mêmes, principalement du côté minier. C'est un peu ça le problème. Et Option nationale se propose de se créer une expertise pour pouvoir retirer le maximum de nos ressources, au fond. Oui, mais il y a aussi le déficit d'importation qui doit être traité. C'est qu'en ce moment, le Québec est une société qui consomme énormément, mais qu'on n'exporte pas à la hauteur de ce qu'on consomme. Donc, dans l'optique d'un Québec indépendant, ça serait impossible de juste continuer à tout le temps acheter les biens des autres pays. Il faut qu'on trouve le moyen. Comme tu dis, il y a les ressources minières, mais aussi, comme les ressources minières, c'est quelque chose qui va s'épuiser, c'est une ressource limitée, alors que le potentiel des Québécois d'apprendre, de devenir des éminences scientifiques, culturelles, de produire des grands films, de produire de la grande musique, d'interagir avec beaucoup de pays à cause qu'on a un grand bassin de bilinguisme. Là, je prononçais comme fou. On ira vérifier. C'est une force sur laquelle on peut construire un Québec souverain. Puis, c'est le seul parti qui, économiquement, se donne le droit de dire « on ne le sait pas ». On sait que François Legault a dit « on verra beaucoup », mais Option nationale va plus loin que ça. Ils disent que s'ils sont élus, ils vont commencer par faire l'indépendance du Québec, rapatrier d'énormes ressources financières du Canada vers le Québec et ensuite faire un plan de match détaillé pour mettre à profit cet argent-là, avec des politiques qui tendent généralement vers la gauche, si on veut cliver ça sur un axe gauche-droite. Donc, c'est un peu le plan de marche au niveau d'Option nationale pour l'économie québécoise et l'avenir québécois en général. Eh bien, merci beaucoup. C'est ce qui va conclure notre premier volet de ce tour d'horizon des partis politiques avec M. Adam Mongrain. Merci d'avoir été là. Et la semaine prochaine, on va parler des deux autres partis, le Parti québécois et le Parti libéral du Québec. Merci beaucoup, Adam. Et si les gens veulent te suivre sur ton blog, comment ils peuvent le faire? C'est au adammongrain.blogspot.com. Alors, vous êtes informés. Merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Mag Hebdo.